VOA Afrique. Et cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Cameroun et la réélection du président Paul Biya. Âgé de 85 ans, dont près de 36 au pouvoir, il a été reconduit pour un mandat de 7 ans avec plus de 70% des suffrages. Et des résultats contestés par plusieurs partis d'opposition qui ont dénoncé des fraudes mais ont vu tous leurs recours rejetés par le Conseil constitutionnel. Et cette présidentielle du 7 octobre a toutefois suscité un intérêt sans précédent auprès d'une large partie de la population. Au sortir de ces élections, à quoi ressemble le paysage politique du Cameroun? Quelles leçons tirer de ce scrutin? Qu'attendre de ce mandat alors que le président Biya a déjà passé plusieurs décennies au pouvoir? On en discute dans ce Washington Forum. Morgane Guiriec en votre compagnie, merci de suivre cette édition. Nouveau septennat pour le président camerounais Paul Biya. Il a été réélu avec près de 71% des suffrages, avec un taux de participation de près de 54%. Au pouvoir depuis 36 ans, il prolonge ainsi son règne jusqu'en 2025 et se maintient parmi les dirigeants les plus anciens d'Afrique. Divers candidats d'opposition qualifient sa réélection de frauduleuse. Des violences éparses dans les régions anglophones avaient également empêché la plupart des électeurs de ces régions de voter. Arzouma Compaoré. Comme on pouvait le lire dans les journaux en début de semaine, les résultats officiels et définitifs de l'élection présidentielle du 7 octobre sont connus. Paul Biya, 85 ans, a remporté la grande majorité des suffrages. Selon les résultats communiqués lundi par le Conseil constitutionnel, le candidat Biya Paul. M. Biya n'a été battu que dans une seule région du Cameroun, celle du littoral, où il arrive en deuxième position derrière Maurice Kamto. Ce dernier a perdu dans sa zone d'origine. Paul Biya a consolidé ses voix dans ses fiefs traditionnels de l'Adamawa, du centre et de l'Est, où il a obtenu respectivement 79,77%, 71,10% et 90,43% des suffrages exprimés. Et malgré la crise anglophone, il a également remporté le Nord-Ouest avec 81,73% et 77,59% le Sud-Ouest, en dépit du faible taux de participation de 5,36% au Nord-Ouest et 15,94% dans le Sud-Ouest. Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui avait revendiqué la victoire le 8 octobre dernier, devient le nouveau leader de l'opposition camerounaise avec 14,23%. Le plus jeune candidat de ce scrutin, Cabral Libi, 38 ans, arrive en troisième position avec 6,28%. Alors que les supporters de Biya célèbrent la victoire, pour d'autres Camerounais, les partis de l'opposition auraient pu avoir de meilleurs résultats s'ils s'étaient présentés en rang moins dispersé. La garantie de la paix, du succès, de la prospérité et du vivre ensemble. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi comme notre président. Kamto et Cabral, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu s'unir pour pouvoir mettre en œuvre leur projet politique. Lundi, des voitures anti-émeutes de la gendarmerie, de la police et des milliers de policiers et gendarmes ont été déployés sur plusieurs sites stratégiques de la capitale politique. Une marche organisée par certains opposants n'a pu se tenir, les autorités camerounaises informant qu'aucune marche n'avait été autorisée à Yaoundé ce lundi. Accueillons nos invités en direct de Yaoundé au Cameroun, Ulrich Depola Kamdem, analyste au Nkafu Policy Institute. De Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales. Et Bagassi Koura, à mes côtés, éditeur à VOA Afrique. Vous revenez du Cameroun où vous avez couvert la présidentielle du 7 octobre. Au lendemain de la proclamation des résultats, quelles sont les forces politiques en présence? Quel bilan pour les principaux candidats, Bagassi Koura? Oui, il faut dire, cette année, il y avait quand même une petite lueur d'espoir au Cameroun. Les opposants même l'ont senti, il y avait une certaine mobilisation. Donc, avec ces résultats, quelles sont les forces en présence? Bien sûr, le RTPC, le parti au pouvoir, qui vient d'être reconduit encore pour 7 ans. Donc, qui garde sa place, bien sûr, de leader avec plus de 70% des voix. Il y a surtout de nouveaux visages au niveau de l'opposition. Maurice Kamto, notamment, c'est une vraie percée.
qui prend la tête de l'opposition au Cameroun avec sa seconde place à 14 et quelques %. Et il est surtout suivi par Cabral Libi, qui est le Benjamin de cette élection 2018, qui a 38 ans, qui n'a pas de parti politique jusque-là, qui avait lancé un mouvement qui s'appelle 11 millions de Camerounais, 11 millions de citoyens. Il avait réussi à convaincre la jeunesse. On l'a vu à travers les images, on l'a vu lors de ces meetings. Il y avait du monde, comme au niveau de Maurice Kamto. Donc, il y a une recomposition. Il y a bien sûr le RDPC, mais il y a aussi de nouvelles figures au niveau de l'opposition. Et le grand perdant, Morgan, il faut le souligner, c'est le parti SDF, qui a été pendant longtemps le principal parti d'opposition, qui paye peut-être la situation pour la situation qui se passe en zone anglophone. Et peut-être aussi que c'est dû au fait que cette zone, le taux de participation a été faible, en raison notamment du conflit qui s'y déroule. Alors on va un petit peu rentrer dans les détails de tout cela. Maurice Kamto, officiellement arrivé deuxième, a remporté, comme vous l'avez dit, 14% des suffrages. Abdelaziz Moundé, est-ce qu'on peut dire, comme l'a dit Bagassi, qu'il est désormais le chef de file de l'opposition camerounaise? Oui, ce sont des rapports de force qui, à première vue, s'inversent, mais le SDF était considéré comme le leader de l'opposition en raison de son nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc, à partir du moment où cette élection a révélé d'autres rapports de force, puisque le SDF a 3%, derrière Cabral Libi 6% et Maurice Kamto à 14%, il est évident que la présidentielle signe une recomposition des forces. Peut-être qu'il faudrait attendre les municipales et les législatives pour confirmer cette ascendance du MRC qui, je le rappelle, a participé aux élections couplées municipales législatives en 2013 en obtenant, c'est vrai, un député, mais quelques conseillers municipaux à Douala et à Yaoundé et dans l'Ouest Cameroun notamment. Donc je pense qu'il y a déjà cette présidentielle qui signe une performance du MRC qui n'est pas négligeable. Il a donc ses chances pour la prochaine présidentielle? Oui, il y a bon, vous parlez de la présidentielle, c'est en 2025. Sauf s'il y a une présidentielle anticipée, mais surtout pour les législatives et les municipales. Mais je pense que le candidat du MRC, qui se considère comme étant élu, contrairement à d'autres, Joshua Oshi du SDF, qui a reconnu de manière assez explicite la victoire du président Biya, qui est déjà passé à autre chose, puisqu'il a annoncé se consacrer désormais à la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest, et puis également Cabral Libi, qui a fait l'objet d'une petite polémique cette semaine en raison d'une interview à BBC. Donc je pense que sur la question des législatives et municipales, il faut encore attendre la position, puisque pour l'instant, Maurice Kamto en est à revendiquer sa victoire et à organiser ce qu'il appelle la résistance à ce sujet-là. Alors on va revenir sur les accusations de fraude, mais le SDF était jusqu'ici le principal parti d'opposition. Son candidat Joshua aussi n'a remporté que 3% des votes. Alors Bagassi Koura, comment analysez-vous ces résultats? Comme je le disais tout à l'heure, vous savez, il y avait ces dernières années, il y a eu deux conflits au Cameroun. Il y a eu l'affaire Boko Haram qui touchait notamment l'extrême nord. Et il y a surtout cette crise anglophone qui a pris de l'ampleur ces 2 dernières années, notamment dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et ce qu'il faut savoir, c'est exactement là le fief du SDF. Donc, et ces zones, si on suit les résultats, il y a des bureaux de vote qui sont allés jusqu'à 5% seulement de taux de participation. Et ça joue énormément sur la mobilisation dans son fief là-bas pour le SDF. Il y a aussi ceux qui pensent que peut-être que le SDF paye le prix avec le RDPC dans cette zone anglophone de la situation même sécuritaire de ce pays, parce que le SDF ayant été sur la scène politique pendant toutes ces années, peut-être que les gens se sont dit on a besoin de changement, on a besoin d'un nouveau discours, pas de RDPC, pas de SDF dans notre zone ici, et du coup le parti a énormément perdu. Et le candidat qu'ils ont présenté, Joshua aussi, je ne sais pas s'il a vraiment pu connecter avec les nouvelles aspirations de la jeunesse camerounaise. Et tout ça peut expliquer pourquoi le SDF a dû subir ce recul-là. Ulrich Depola Kandem, qu'en est-il du plus jeune candidat, Cabral Libi, qui a remporté 6% des voix? Que pensez-vous de ce résultat?
Alors, il faut dire que nous, au Carrefour Policy Institute, nous avons fait un sondage préélectoral de la période du 10 au 20, où nous avons interviewé plus de 2000 Camerounais dans les 10 régions du pays. Il ressort notamment au terme de notre enquête de terrain que Cabral était vraiment soutenu par les populations jeunes et se positionnait exactement comme un meneur ou alors comme un leader d'opposition. Et 11% des personnes que nous avons interrogées estimaient qu'elles devaient voter pour Cabral. C'est dit qu'il y a eu durant cette présidentielle 2018 une certaine redistribution des cartes au niveau de la scène politique camerounaise qui voit émerger des nouveaux acteurs, notamment le jeune Cabral Libi comme acteur jeune et soutenu majoritairement par les jeunes. Il faut rappeler aussi que Cabral Libi, c'est un étudiant, donc il bénéficie d'une certaine faveur du côté de la classe estudiantine camerounaise. Alors voyons maintenant ce qu'en pensent nos Facebookers. On a Fabrice Chouiente à Yaoundé. Il dit « Cette élection a suscité en nous, la jeunesse camerounaise, beaucoup d'espoir. Nous avons cru qu'un changement par le biais des urnes était possible. » Mais c'était une grosse désillusion. La complicité entre les différentes instances qui sont chargées de l'organisation des élections était perceptible lors du contentieux post-électoral. Toutes ces instances sont à la solde du président Biya. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC. Le pourcentage recueilli par Paul Biya ne reflète pas la réalité des urnes parce que beaucoup de contrées n'ont pas voté et Maurice Kamto a fait plus de 14% qu'on lui a attribué fallacieusement, c'est ce que dit Alphonse Mbouaki. Le taux de participation était faible. Paul Biya et son RDPC, conduits pour 7 ans, n'ont pas de légitimité. Et puis, Mamadou Mota de Ngaoundéré au Cameroun. Les leçons sont qu'il faut revoir le code électoral, dissoudre ELECAM et la Cour constitutionnelle qui sont des instruments à la solde du régime. Le vote biométrique est impératif. Donc des Facebookers qui ont des doutes sur les résultats et qui pensent que les instances qui sont chargées de l'organisation des élections ont fait le jeu du pouvoir. 18 recours en annulation pour fraude et irrégularité ont été introduits par des candidats, mais le Conseil constitutionnel a rejeté tous ces recours. Ulrich Depola Camdem, ces accusations de fraude sont-elles fondées? Les accusations de fraude durant la présidentielle 2018 ont été prouvées au cours du débat contradictoire qui a suivi le vote, notamment au niveau du Conseil constitutionnel. En fait, le collège d'avocats qui a été mobilisé par les candidats, notamment Maurice Kamto, puis Joshua aussi, ont permis de montrer certaines lacunes. Ces lacunes qui avaient déjà été relevées dans notre enquête, où pratiquement 29% de personnes estimaient que le processus, alors l'institution qui est le Conseil constitutionnel, était très mal perçu par les Camerounais, notamment au niveau de leur indépendance. Donc, on s'est dit qu'au regard de ces statistiques et des faits, il pourrait y avoir certains soupçons d'irrégularité qui ont entaché le scrutin. Du coup, comment est-ce que vous évaluez la crédibilité du scrutin? Le scrutin dans son entièreté n'aura pas été à la hauteur des attentes des Camerounais. Je pense que le Camerounais de Ngaoundéré et de Yaoundé, ceux de Yaoundé l'ont dit, les Camerounais attendaient de ce scrutin une certaine avancée au niveau du processus démocratique. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les inégalités avaient été observées, notamment dans les bureaux de vote, par exemple, où les bulletins de vote de certains candidats manquaient, au niveau même de la campagne électorale, où des préfets avaient interdit des manifestations, notamment au stade de Sikam, pour le candidat Cabral, ou alors à Bonabéry pour le candidat Kamto. Mais malgré cela, je pense que dans la mouvance électorale, les candidats ont réussi à tenir leur meeting à leur contact des populations. Donc, il y a eu énormément d'irrégularités et cela pourrait pu changer, ne serait-ce que les résultats que nous avons, les résultats finaux. Alors, les résultats, en tout cas, ils sont bel et bien proclamés. Est-ce que l'affaire est enterrée ou est-ce que ces contestations vont avoir des implications politiques pour les Camerounais, Abdelaziz Moundé? Non, je pense qu'il y a eu deux choses qui ont été évoquées. La question de la légitimité. La question de la légitimité qui a été évoquée largement au cours de cette émission. Je pense que le fait que le président Biya, dans les résultats du Conseil constitutionnel, de l'ECAM, du MINAT, de ce conglomérat qui est donc affilié au pouvoir, le fait qu'il n'ait eu que 2 millions
interroge sur une crise de représentation au Cameroun. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec une population qui est aussi entre 25 et 30 millions d'habitants, une population électorale de 6,5 millions d'habitants, que seulement 3 millions de Camerounais puissent aller aux élections. Donc je pense que c'est le premier élément qu'il faut mettre en avant. Le deuxième élément, c'est effectivement cette crise post-électorale qui se profile à l'horizon. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Le contentieux électoral au niveau du Conseil constitutionnel a révélé un certain nombre d'illégalités. Il faudrait que la classe politique, notamment le pouvoir, puisse se concentrer sur la question. Allez, on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur les élections au Cameroun et la réélection de Paul Biya. Pour en parler, accueillons nos invités en direct de Yaoundé au Cameroun, Ulrich Depola Kamdem, analyste au Kafou Policy Institute. De Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales. Et à mes côtés, Bagassi Koura, éditeur à VOA Afrique, qui revient du Cameroun où il a couvert les élections. 6,6 millions d'inscrits sur les listes électorales sur une population de plus de 24 millions d'habitants. Bagassi Koura, que dire de la mobilisation des Camerounais? Oui, 6,6 millions, c'est à peu près la moitié des Camerounais en âge de voter. Et du coup, il y avait un problème déjà avec ce fichier-là qui n'a pas bougé depuis 2013, comme si les Camerounais s'étaient arrêtés à un moment donné sur le plan démographique. Et du coup, certains ont soulevé des questions sur donc, cette représentativité du corps électoral. Et peut-être qu'il aurait fallu faire des réformes bien avant pour pouvoir faire un meilleur recensement des électeurs. Mais ce qui est de la mobilisation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a eu de nouveaux visages, il y a eu une certaine jeunesse, il y a eu Kamto d'un côté, et on a vu que en tout cas depuis très longtemps, une certaine mobilisation lors des campagnes, sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ont été beaucoup plus présents lors de cette campagne-là. Quand vous prenez quelqu'un comme Cabral Libi, il a vraiment fait mobiliser la jeunesse. Kamto aussi. Et justement, avec ces résultats, beaucoup étaient surpris. Moi, ce que j'ai entendu, oui, on savait que peut-être Paul Biya allait gagner, mais on est surpris du score, du faible score qu'il a attribué à ses deux poursuivants, 14 pour Kamto et 6 pour Cabral, parce que les gens, avec les images des mobilisations, se disaient que peut-être qu'on allait atteindre 20 ou 30% pour l'un ou l'autre. Ouais. Alors, vous l'avez plus ou moins évoqué, hein, on a parfois dépeint les Camerounais comme un électorat désabusé, peu intéressé par la politique, mais aujourd'hui, des observateurs estiment que ce scrutin présidentiel a redonné un certain intérêt pour la politique. Abdelaziz Moundé, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est un sentiment pour moi qui est mitigé. S'il y a un intérêt pour la politique, il n'y a pas 52% de taux de participation, c'est quand même quelque chose de curieux. Il y a 3 millions, environ 200 000 Camerounais qui sont restés chez eux le 7 octobre, avec un président qui a 36 ans de pouvoir, qui a 85 ans, avec des mutations et des enjeux incroyables. Je pense qu'il y a eu un effet miroir, un effet de loupe avec les réseaux sociaux et les médias. Le fait que, effectivement, Cabral Libi ait renouvelé les visages, et Serge Espoir Matomba également, en mobilisant de manière spectaculaire les jeunes dans les meetings, ne doit pas faire oublier qu'il y a une véritable crise de la représentation. Je pense qu'au Cameroun, l'un des enjeux, c'est cela. Structurellement, c'est la question du recensement. Il n'y a pas de recensement. Au Cameroun, on s'appuie sur un taux de croissance démographique de 3% depuis 10 ans pour estimer la population. On ne sait pas aujourd'hui combien de Camerounais nous sommes. D'un. Et de deux, mais c'est très très important, on a renouvelé le personnel politique. C'est vrai, Maurice Kamto est entré en politique après sa démission en 2011 et il a fait un travail colossal jusqu'en 2013 jusqu'en 2018. Mais je pense que le plus important aujourd'hui,
c'est d'interroger les raisons pour lesquelles les Camerounais se réfugient dans la foi ou dans leurs affaires personnelles pour régler les problèmes du Cameroun. Donc je pense que c'est l'un des enjeux de l'avenir au Cameroun. Ulrich Depola, Kamdem, quel a été le rôle des médias sociaux dans cette mobilisation? Alors, il faut dire que les réseaux sociaux ont été largement utilisés par la majorité des Camerounais, notamment au niveau de la campagne électorale du jour du vote même, où les gens témoignaient qu'ils avaient voté en filmant leur pouce et en postant sur Twitter, sur Facebook. Et aussi, ce qui a été assez original, c'est au niveau des décomptes. On a assisté souvent à des lives où des personnes faisaient des lives pour montrer les résultats auxquels les différents candidats avaient droit. Donc, cela comporte en fait le sondage que nous avons mené, où les réseaux sociaux étaient la deuxième source d'information des Camerounais, avec près de 22% de la source d'information, derrière la télévision, principale source d'information à l'ordre de 44%. Donc, les réseaux sociaux, une fois, ont été mis en contribution pour montrer, déclarer les irrégularités, faire des avancées ou alors montrer du doigt certaines avancées, notamment au niveau de la rapidité du vote ou alors de la politique des agents de l'ECAM, l'organe en charge des élections. Donc, les réseaux sociaux ont été fortement utilisés au cours de cette élection pour notamment atteindre le plus grand nombre. Alors, Bagassi Kourin, le Conseil constitutionnel annonce la victoire du président Biya. Et le lendemain, les autorités annoncent la construction d'une résidence pour le président du Conseil constitutionnel. Quelle est votre réaction? Oui, c'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue, hein, c'est-à-dire que le journal officiel Cameroun Tribune a publié l'appel d'offres justement de construction de la résidence du président du Conseil constitutionnel, justement le lendemain de la publication des résultats, une résidence de près de 200 millions de francs CFA. Et du coup, les gens qui se posaient des questions déjà sur l'indépendance de cet organe ont vite trouvé là un de leurs arguments pour justifier pourquoi est-ce qu'ils avaient des doutes sur cette instance-là. Ce qu'il faut dire, et ce qui est un peu aussi ironique dans ce cas, c'est que le Conseil constitutionnel n'a pas encore un siège fixe. Donc peut-être que si on devait suivre l'ordre des priorités, c'était peut-être d'avoir un siège d'abord digne de ce nom, où le Conseil constitutionnel aurait pu proclamer les résultats, ce qui n'avait pas été le cas lundi dernier. Mais ils sont en train de construire la résidence du président du Conseil constitutionnel, qui était un homme en retraite. Hein, il était à la retraite et Paul Biya l'a fait revenir. Il était parti à la retraite, il était devenu avocat, on l'a fait revenir et on lui a donné cette fonction de président du Conseil constitutionnel. Et les membres, la plupart des membres de ce conseil sont nommés par Paul Biya. Et tout ça rajoute sur l'argument de tous ceux qui disent que le système il est verrouillé. Vous pouvez être Maurice Kamto ou Cabral Libye, mobilisé comme vous voulez. À la fin, vous aurez l'ECAM, vous aurez la Commission nationale de recensement des votes. Et pour couronner tout ça, vous aurez le Conseil constitutionnel dont les membres sont choisis par Paul Biya et qui devrait trancher dans une élection où Paul Biya est candidat. Alors, parlons maintenant de ce 7e mandat de Biya. Qu'attendent les Camerounais du président? Micro-trottoir à Yaoundé. Nous attendons un grand nombre de choses de lui, c'est-à-dire qu'il puisse remettre la cohabitation entre nos frères anglophones et francophones, pour que la sérénité et la paix puissent toujours régner au Cameroun depuis ces 36 ans au pouvoir. Nous attendons juste qu'il améliore les conditions des Camerounais, étant lieu qu'ici et dans toute la région, dans tout le Cameroun en fait. Parce que vraiment le Cameroun, on voit vraiment qu'après tous ces derniers temps, il n'y a pas eu de changement. On espère que ces derniers virages, il y aurait beaucoup de changements. Maintenant, tout ce que nous, les jeunes, on attend de lui, il faut qu'il cherche encore à améliorer les conditions, surtout voir du côté de la jeunesse. Chercher à créer des emplois encore beaucoup plus pour la jeunesse. Chercher à insérer les jeunes du côté du secteur formel et non formel. Ulrich Depola Kamdem, le Nkafu Policy Institute a justement réalisé des études sur ces attentes des Camerounais. Quelles sont vos conclusions? Alors les conclusions qui attendent le chef de l'État sont, on va dire, gigantesques. Déjà au niveau sécuritaire, la crise anglophone est comme une épine dans sa chaussure et il devra s'y atteler.
Parce que beaucoup de d'autres enquêtes, 65% de personnes la considéraient comme un enjeu, comme un défi sécuritaire majeur pour le pays. Et 85% de personnes que nous avons interrogées estimaient qu'il fallait la résoudre par le dialogue. Il est donc peut-être temps de mettre sur la table la carte du dialogue. Au niveau économique, 90% des personnes que nous avons interrogées estimaient que la qualité des infrastructures, notamment routières, ne sont pas bonnes ou alors elles sont très mauvaises. Il y a aussi le niveau du pouvoir d'achat, parce que figurez-vous que dans l'enquête que nous avons réalisée, 80% des Camerounais gagnent moins de 200 000 francs CFA. Nous sommes là dans les alentours de 400 $ le mois. C'est dit, les chantiers qui attendent le président. Après, il y a une crise de légitimité de représentation des personnels ou alors des administrateurs régionaux, vu que beaucoup, environ 65% des personnes que nous avons interrogées, estiment qu'il faille que les gouverneurs, par exemple, soient élus et non nommés par le président de la République. Après, il y a des considérations sur la forme de l'État, notamment, est-ce qu'on va aller vers le fédéralisme? Là, les avis sont encore très, très partagés. Pour finir, avec cette enquête, dit que dans les domaines de la santé, par exemple, les Camerounais estiment que les infrastructures sanitaires ne sont pas bonnes et qu'il faille les améliorer. Donc, c'est un chantier pratiquement de reconstruction ou alors de refondation économique auquel doit se livrer le président de la République. Alors le président Paul Biya, réélu pour 7 ans, a quand même déjà passé 36 ans au pouvoir. Abdelaziz Moundé, que peut-il encore accomplir? Pour ma part, mon prédécesseur a évoqué effectivement largement quels sont les défis. Je pense qu'il y a le devoir d'humilité. Le devoir d'humilité, le défi de la construction, de la reconstruction, l'impératif du dialogue et de la réconciliation. Je pense que sur la question du dialogue et de la réconciliation, c'est où peut-être Paul Biya réussirait une sortie. C'est-à-dire que les Camerounais aujourd'hui sont craquelés, sont en morceaux. C'est un pays qui est morcelé. On a vu avec la crise du nord-ouest et du sud-ouest comment les frustrations, le couvercle des frustrations a finalement éclaté. Il y a d'autres poches de frustration, d'autres poches d'irrédentisme, d'autres sources de facteurs de tension qui sont encore plus importants au Cameroun. Donc je pense que sur cette question du dialogue et de la réconciliation, il faudrait qu'on aille au-delà de la création de commissions sur le bilinguisme et le multiculturalisme pour vraiment que les Camerounais puissent s'asseoir. On a évité la case conférence nationale en 92, dans les années 90-92. On l'a transformée en tripartite. Aujourd'hui, la case dialogue national inclusif est complètement dévoyée avec la création de commissions. Mais je pense que Paul Biya réussirait peut-être quelque chose si ce dialogue national inclusif est véritablement organisé au Cameroun. Je pense que pour la refondation du Cameroun, cet acte de réconciliation, cet acte de conciliation pourrait signer une fin, je dirais plutôt honorable, avec un mandat de 36 ans qui est extrêmement faible et mitigé. Alors oui, Bagassi, peut-être une réaction sur ces défis sécuritaires. Oui, et ils ont raison. Et il faut forcément le dialogue. C'est-à-dire que l'opération Alpha qui a permis de déloger les militants de Boko Haram dans l'extrême nord ne pourra pas produire les mêmes résultats quant à ce qui concerne la crise anglophone. Il faudra négocier avec eux. Mais surtout, ce que je vais ajouter, il faudra des réformes. On pourra dialoguer et tout. Si on a des institutions qui sont dépassés, comme le Conseil constitutionnel, si on a une commission électorale qui n'est pas comme ce qu'on a vu un peu partout en Afrique, une commission électorale vraiment indépendante, en qui les Camerounais ont confiance. Il faut des institutions en qui les gens ont confiance, et ça, je pense que ça pourrait aider les Camerounais. Et ce seront les mots de la fin. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.